Bonsoir et bienvenue à tous pour cette nouvelle saison du 7-8 l'hebdo. Vous connaissez la formule, elle n'a pas changé, c'est la même que l'an passé. 26 minutes d'information pour revenir sur l'actualité départementale de la semaine avec notamment un invité fil rouge. Voici les titres de ce vendredi 1er septembre. Et ce premier jour du mois, marqué par le début des commémorations de l'Aïd el-Kébir, fête religieuse pour les musulmans. À 50 ans en Yvelines, l'abattoir mobile qui permettait de se procurer un mouton selon les rites prescrits n'est pas reconduit cette année. Laurent Courquin est notre invité fil rouge pour cette émission, vice-président du MEDEF Yvelines. Nous évoquerons évidemment avec lui les ordonnances sur le code du travail et les universités d'été du MEDEF qui se tenaient cette semaine à Jouy en Josas. Enfin, dans le reste de l'actualité locale, les préparatoires de la rentrée scolaire et les obsèques du maire de Chevreuse, c'était mardi. C'est donc ce week-end que les musulmans fêtent l'Aïd el-Kébir à 50 ans en Yvelines. Contrairement aux années précédentes, il n'y aura pas d'abattoir mobile près de la colline d'Elancourt. Les élus ont décidé de ne pas reconduire le dispositif provisoire en place depuis 4 ans déjà. La communauté musulmane doit ainsi se déplacer en dehors du département pour se procurer des moutons. Les détails avec Mickaël Elmidoro et Mélanie Poquet. C'est une première depuis 2013. Il n'y aura pas d'abattoir mobile cette année sur ce terrain situé à Trappes dans la zone d'activité des Bruyères. 50 ans en Yvelines a décidé de ne pas reconduire l'opération provisoire. L'agglomération invoque des nuisances au niveau du voisinage et une charge financière trop importante sur un dossier qui coûterait entre 200 000 et 300 000 euros. Avec les difficultés que nous connaissons dans la raréfaction des dotations de l'État, on n'a plus les mêmes moyens. Alors il serait assez paradoxal qu'on en arrive à envisager la fermeture d'équipements publics et que l'on continue à assurer cette manifestation et cette charge financière. Donc je pense que c'était une raison de logique et de bon sens. Chaque année, près de 1500 moutons étaient proposés à la vente au marché aux vifs pour cette fête religieuse. Les animaux étaient ensuite sacrifiés suivant les rites devant les familles, un système qui fonctionnait selon les associations musulmanes. On a connu des abattages sauvages dans les années 80-90, on a trouvé enfin une solution stable d'un point de vue sanitaire et sécuritaire. On ne comprend pas qu'en 2017, une situation aussi intéressante, aussi bien pour les musulmans que pour les pouvoirs publics, puisse s'arrêter. L'abattoir mobile le plus proche se trouve désormais à Dreux, à plus de 50 km. Pour montrer leur mécontentement, le collectif CAM 78 a lancé une pétition courant août. Actuellement, on est à 887 signatures en ligne. On a plus d'1 millier de signatures papier qui complètent cela. Donc on est en tout cas à plus de 2000 signatures au total. Et on a un texte qui explique de manière très détaillée l'historique de l'abattoir et la particularité du loupé de cette année. La communauté musulmane espère désormais trouver un compromis avec les élus pour organiser l'événement à 50 ans en Yvelines l'année prochaine. L'actualité de cette fin de semaine marquée évidemment par la réforme du Code du travail. Jeudi, le gouvernement a dévoilé le contenu des ordonnances qui devraient modifier profondément le monde du travail en France. Au total, 5 ordonnances, 36 mesures et 159 pages pour faire baisser durablement le chômage selon le souhait du gouvernement. Du côté des syndicats, en revanche, on estime que c'est la précarité qui se trouve renforcée par cette réforme. Écoutez la secrétaire départementale de la CGT. Le fond, l'état d'esprit, on le connaissait et ça va vraiment diminuer les droits des salariés, en tout cas ceux qui en ont encore un certain nombre, parce que la réalité, c'est qu'on a déjà beaucoup de salariés, de travailleurs extrêmement précaires, les contrats aidés, les intérimaires, on peut même parler de tous ces travailleurs ubérisés, auto-entrepreneurs, qui commencent à voir les limites de ce statut qui était vanté comme merveilleux. Et pour savoir si cette réforme du Code du travail consacre la victoire du modèle Uber, Laurent Courquin est avec nous en plateau. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes expert comptable, membre du conseil d'administration de BDO France, une société qui fait notamment de l'audit pour les PME et vice-président du MEDEF Yvelines. Oui. Alors, Sonia Porot, vous avez entendu l'interview. A-t-elle raison? Est-ce qu'on peut dire
quelques heures après avoir vu ce qu'étaient ces ordonnances, que c'est le modèle Uber et la précarité qui sortaient vainqueurs de cette réforme du Code du travail. Alors évidemment, je ne suis pas tout à fait d'accord donc, avec ce qui vient d'être dit. Je m'en doute. Pour plusieurs raisons. Il y a d'abord effectivement ce premier constat, c'est que l'ubérisation, elle existait avant justement parce qu'il y avait un certain nombre de contraintes en ce qui concerne les différents contrats de travail et en particulier donc, le CDI. Donc au contraire, je dirais que tout le but de ces ordonnances, c'est d'améliorer la communication et le dialogue social entre les employeurs et les salariés. Vous dites que s'il y avait ubérisation de la société, c'était en partie à cause d'un code du travail trop... On peut tout au moins se poser la question pourquoi l'ubérisation s'est autant développée alors qu'il y a évidemment déjà donc, ces lois protectrices qui protégeaient bien entendu donc, beaucoup les salariés déjà en place. Ce qui est important, de toute façon on le sait bien, c'est l'emploi des jeunes. Et ce qu'il faut surtout, c'est inciter les entreprises bien entendu à embaucher donc, des jeunes. Ce qui est le vrai sujet qui nous concerne tous. Alors pour juste évoquer ce volet de la précarité, je voudrais vous faire réagir sur l'une des mesures. Il y en a 36 dans ces 5 ordonnances. C'est le renouvellement des CDD, notamment. Maintenant, les branches pourront négocier chacune le renouvellement des CDD qui sera possible de faire. Par exemple, on prend l'industrie du textile. Si les partenaires sociaux se mettent d'accord, on pourra renouveler, par exemple, c'est un exemple, jusqu'à 7 fois, 5 fois ou 3 fois, 4 fois le CDD. Aujourd'hui, la loi fixe 2 fois. Est-ce que ça, c'est pas une forme de précarité? On a du mal à imaginer des accords qui vont plutôt aller à la baisse. Ça va être plutôt une augmentation du renouvellement de CDD. C'est une forme de précarité en quelque sorte. Sans rentrer le détail effectivement de tous les textes, effectivement, je crois qu'il faut voir là-dessus, il faut être prudent et il faut voir bien entendu les décrets d'application avant effectivement de tirer des conclusions par rapport à ça. Il faut voir également que ce qui est prévu dans les ordonnances, c'est également des CDI par objectif. Autrement, on a appelé pendant longtemps les CDI de chantier, qui sont courants dans le bâtiment. Autrement dit, qui existent déjà depuis fort longtemps, vous avez raison, dans certaines conventions collectives et certaines professions, certaines activités, et qui donc est favorisé et donc chercher à se développer donc, dans le cadre évidemment donc, de ces nouvelles ordonnances. De manière générale, comme vous l'avez rappelé d'ailleurs, c'est effectivement des éléments qui vont se faire au niveau des branches. Donc je veux dire, autrement dit, il va y avoir effectivement un dialogue qui va se faire pour savoir, suivant l'activité dans laquelle on se trouve, il n'y aura pas forcément des CDD qui seront répétés, je veux dire, à l'infini. Je veux dire, il ne faut pas tirer de conclusions trop hâtives par rapport à ça. L'idée d'ailleurs aussi, il ne faut pas perdre de vue que dans l'esprit, effectivement, des ordonnances, il y a le dialogue non seulement au niveau des branches, mais également les possibilités d'accord, donc au niveau des entreprises. C'est notamment pour les plus petites entreprises. Ça, c'était une bonne nouvelle, une demande du patronat. Justement, sur l'ensemble des mesures dans les grandes lignes, on n'a pas forcément le temps de toutes les évoquer. Il y a le barème des indemnités pour les prud'hommes, il y a la négociation du coût direct avec les salariés dans les petites entreprises, la fusion des instances aussi représentatives du personnel, ou encore le rétrécissement du périmètre pour le licenciement économique en France. Selon vous, quelle est la meilleure réforme là-dedans, la meilleure nouvelle pour les entreprises, celle qui était vraiment essentielle et qui est maintenant sur la table? Okay. La meilleure réforme pour moi, c'est le fait qu'il y ait une possibilité de dialogue direct avec les salariés dans les TPE et dans les PME. Vous travaillez souvent avec les PME d'ailleurs. Tout à fait, tout à fait. Et il faut voir d'ailleurs que dans toutes les entreprises jusqu'à 50 salariés, pour prendre effectivement ce seuil, sachant que ce seuil continue à exister quand même, en définitive. Ce qui est peut-être un petit peu dommage, mais enfin c'est comme ça. Et de toute façon, il y a déjà... Le seuil est limité à 50 salariés. 50 salariés. Le MEDEF était plutôt pour 300 salariés. Oui, voilà, c'est ça. Mais ce qui est important surtout, c'est que jusqu'à 50 salariés maintenant, il y a des possibilités effectivement de référendum et de dialogue direct avec les salariés. Alors qu'avant, on le rappelle, c'était la branche qui s'appliquait pour toutes les petites entreprises. Et il ne faut pas oublier que ça représente 95% des entreprises en France. Plus de 55% des salariés sont employés dans tout ce type d'entreprise, de taille d'entreprise, et les syndicats ne sont pas présents ou très très peu présents pour diverses raisons. Peu importe, ça c'est pas le propos. Ça veut donc dire que les ordonnances permettent justement d'instaurer un dialogue et un référendum et une consultation directe auprès des salariés et de pouvoir avancer dans le dialogue social par rapport à l'organisation. Les craintes de certains politiques et certains syndicats sur des négociations dans les petites entreprises qui seraient déséquilibrées entre les salariés et les employeurs, selon vous, ça c'est factice? En tout cas, ça se passe pas comme ça dans les entreprises?
Est-ce que vous croyez qu'il y a une entreprise normalement constituée qui peut gérer une entreprise alors que les salariés ne sont pas d'accord? Il faut chercher à convaincre, il faut bien entendu qu'il y a une négociation. Donc il y a des plus et il y a des moins, il y a des contraintes, mais on avance tous dans le même sens. Et donc le fait de pouvoir instaurer ce dialogue, au contraire, pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement... Enfin pour moi d'ailleurs, en tant que chef d'entreprise. En plus d'ailleurs, vous ne l'avez pas dit, mais dans l'entreprise dans laquelle je suis, oui, je suis également, je m'occupe de la DUP, puisque nous sommes sous forme de DUP. Donc, la DUP, juste nous rappeler ce que c'est. Délégation donc, unique du personnel, qui regroupe déjà un petit peu ce qui est maintenant fixé par l'ordonnance pour toutes les entreprises au-dessus de 50 salariés. Et donc, le dialogue est nécessaire. Enfin, on ne peut pas imaginer une entreprise dans laquelle il y ait des désaccords complets entre les salariés et l'employeur. Ça ne fonctionne pas. Alors, dernière question. C'est un lieu où on échange. Dernière question, peut-être un peu naïve sur ces ordonnances. Elles seront promulguées par le président Journal officiel, normalement vers le 25 septembre. Est-ce que ça veut dire que dès le mois d'octobre, le chômage va commencer à baisser? Parce que c'était ça aussi la promesse, c'était des ordonnances selon un peu, on va dire, les souhaits du patronat pour permettre l'embauche des chômeurs et des sans-emploi, des nouveaux arrivants aussi. Il faut être très très clair, l'effet ne sera pas immédiat, c'est pas vrai. C'est un changement d'état d'esprit, c'est un signal fort, c'est une instauration d'un dialogue social dans un esprit différent, donc il faut de toute façon des signes forts pour commencer cela, mais bien entendu, l'effet sur l'emploi ne sera pas immédiat, ce serait tromper que de dire cela. Par contre, ça doit effectivement déclencher un nouvel état d'esprit, et on sait très bien que dans l'économie, comme dans les relations sociales, le côté psychologique et ressenti et des chefs d'entreprise et des salariés, c'est primordial pour pouvoir redémarrer. Laurent Courquin, restez avec nous, on passe tout de suite au reste de l'actualité de la semaine. Et décidément, cette semaine, le MEDEF a trusté les unes de l'actualité avec la traditionnelle université d'été du syndicat patronal. C'était à Jouy en Josas, mardi et mercredi. 7500 chefs d'entreprise étaient présents sur place et notre journaliste également, Mickaël Elmidoro, au reportage. C'est une tradition ici dans les Yvelines depuis 19 ans. Le MEDEF, le principal syndicat des patrons, organise son université d'été ici sur le campus HEC Paris à Jouy en Josas. Mais concrètement, à quoi ça sert? Ça est destiné à informer les médias, parce que la presse, vous êtes là, la presse est là. Ça donne le ton de ce que veut faire le MEDEF. Et puis encore une fois, je vous dis, pour nous adhérents, ça permet de nous rencontrer, d'échanger, autrement que dans nos commissions, autrement dans un monde plus convivial. Cette année, 7500 chefs d'entreprise ont fait le déplacement jusqu'aux Yvelines pour assister à 12 conférences sur les thèmes de l'économie, de l'emploi et de la France. Des rendez-vous qui ont permis aux entrepreneurs de se réunir pendant 48 heures. Et des conférences qui sont toujours intéressantes parce que ouvrir l'esprit, ouvrir le cerveau pour écouter effectivement ce qui se passe à droite à gauche est toujours intéressant. Surtout quand des choses sont dites importantes, comme tout à l'heure, sur les contractualisations du travail, qui sont des sujets qui sont effectivement durs en ce moment, qui sont importants. Donc voilà, toutes ces choses-là sont importantes à écouter. Il n'y avait pas que des entrepreneurs, la sphère politique a également gravité autour de cette manifestation. 9 ministres se sont rendus ici à Jouy en Josas. On peut noter également la présence d'élus yvelinois. Je tenais à travailler avec le MEDEF 78, que je n'avais pas encore rencontré. Et on a passé une partie de l'après-midi ensemble avec un certain nombre d'entrepreneurs hier. C'est essentiel de créer une routine avec eux, qu'une fois par trimestre on puisse se voir et qu'on puisse challenger les projets du gouvernement, les attentes sur le terrain. L'événement a également permis aux syndicats ouvriers de se faire entendre lors de ce deuxième jour de l'université d'été du MEDEF. Une manifestation qui a réuni plus d'une centaine de personnes a été organisée. Nous avons rencontré un acteur local. Ça fait plusieurs années qu'on le fait. Cette année, c'est un peu comme l'année dernière. On est dans le même contexte où l'année dernière, c'était la loi El Khomri qui se préparait en cours d'été. Là, cette année, c'est un peu particulier puisqu'il y a les ordonnances qui sont en cours de rédaction sur la loi travail. Prochain acte du rapport de force entre les syndicats, le patronat et le gouvernement le 12 septembre prochain, avec la première grande manifestation nationale contre la réforme du Code du travail. Alors Laurent Courquin, je me tourne vers vous pour une dernière et simple question sur cette, on va dire, un peu partie polémique et cette manifestation de la CGT. On l'a vu aussi pendant tout l'été et puis l'an passé avec la loi El Khomri. On a l'impression véritablement que vous êtes irréconciliables, patronat et syndicats, aujourd'hui dans le monde de l'entreprise. Est-ce que ça c'est pour, on va dire, les caméras, les médias, ou est-ce que c'est aussi le cas dans le monde de l'entreprise, ou alors vous arrivez à dialoguer avec les syndicats? D'accord.
Très honnêtement, on arrive à dialoguer effectivement avec les syndicats en entreprise. Bien entendu, parfois il peut y avoir des points de blocage assez significatifs, mais on n'en est pas là, Dieu merci, dans les entreprises. Donc non, il n'y a pas de On revient sur cet aspect de dialogue au sein de l'entreprise. Mais oui, parce que tout le monde a intérêt, effectivement, chacun négocie, c'est normal, ça fait partie entre guillemets, du jeu, et il en ressort effectivement quelque chose. Mais non, il n'y a pas cette opposition systématique. Il y a beaucoup plus de réalisme dans les entreprises. Merci Laurent Courquin d'être venu en plateau et d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes notamment le vice-président du MEDEF 78. Merci à vous. La préparation de la rentrée également dans l'actualité de la semaine. Lundi, 300 000 élèves sont attendus sur le banc des écoles de l'Académie de Versailles. Pour les professeurs stagiaires, cette nouvelle année scolaire a déjà débuté. Lundi dernier, ils étaient tous réunis à l'Université de Versailles 50 ans en Yvelines. Mélanie Poquet. Comment serait-il possible que vous sachiez tout faire à la fin de la semaine et au début de la semaine prochaine? C'est n'importe quoi. Face au recteur d'académie, ce lundi 28 août, de nouveaux professeurs, les lauréats du concours 2017. Cette année, ils seront stagiaires. C'est un sentiment partagé, je suis à la fois stressée et très heureuse de pouvoir concrètement devenir professeur des écoles après une année de préparation au concours. Donc c'est vraiment un moment très attendu. Rassurer, donner confiance aux 350 nouveaux enseignants qui intègrent l'académie. La journée est rythmée par des discours et des ateliers. Le concours 2017 est un excellent cru, avec une moyenne des épreuves supérieure à 14 sur l'ensemble de 4 épreuves extrêmement exigeantes, et que cette réussite au concours est sanctionnée à l'issue de cette année de stage. Leur demander d'être audacieux, d'expérimenter, et on a bien vu qu'ils en étaient presque surpris, mais c'est bien ainsi que nous avancerons, parce qu'il n'y a pas une façon d'enseigner à un ensemble d'élèves. L'académie accueille près de 300 000 élèves cette année. Pour ces jeunes professeurs, le vif du sujet commence lundi 4 septembre à 8h30. Et du côté des élèves aussi, certains travaillent déjà à la Verrière. 12 collégiens ont participé à un stage de remobilisation scolaire cette semaine. Cours le matin et sport l'après-midi. Une bonne manière de faire quelques révisions après 2 mois de pause estivale et de reprendre en douceur le rythme de l'école. Et l'après-midi, on fait du sport parce que voilà, c'est une pré-rentrée, on n'est pas dans l'intensif comme dans les cours. On fait quand même une petite partie un peu détente. Le projet, c'est surtout voilà, de commencer à les réoccuper la journée et à les occuper avec des activités, que ce soit scolaires ou sportives. Enfin, la région Île-de-France, elle aussi, a préparé sa rentrée scolaire cette semaine. Lundi, la présidente de la région, Valérie Pécresse, présidente Les Républicains, a exposé les grandes nouveautés 2017 pour moderniser les lycées. Mickaël Midoro et Léa Rege. Entrer dans l'ère du numérique, c'est la volonté première de la région. Le haut débit, qui couvrait seulement 38% des lycées en 2015, en couvre cette année 58%. L'objectif, à terme, est de s'étendre d'ici 2020 à 100% des établissements, afin de combler les disparités entre Paris et la banlieue. Toujours plus connectés, les professeurs et lycéens vont avoir l'occasion de découvrir la nouvelle plateforme collaborative monlycée.net. Et l'idée, c'est d'avoir une plateforme de réunion open source qui permette à tous les professeurs d'échanger entre eux, mais entre lycées, à tous les élèves d'échanger avec les professeurs, aux élèves de travailler entre eux. Adopté par 270 lycées cette année, monlycée.net promet d'être plus adapté et efficace que le dispositif Lily mis en place en 2009. En fait, il est vraiment centré sur les usagers. Alors, les usagers, c'est qui pour nous? C'est les professeurs et les lycéens essentiellement. Donc une grande simplicité, la possibilité de créer sa propre interface, c'est-à-dire de personnaliser son portail. On s'est vraiment appuyé sur les modèles des réseaux sociaux aujourd'hui. Le suivi quotidien des lycées va lui aussi être informatisé, puisque les établissements se verront remettre un carnet de santé en ligne. Avec toutes les informations sur le lycée qui seront transmises directement à la région pour permettre la maintenance plus facile, pour permettre les travaux, les réparations, les rénovations. À travers ces différentes initiatives, la région espère contribuer à la lutte contre le décrochage scolaire qui touche 25 000 jeunes franciliens chaque année.
Le tourisme à la hausse cet été 2017 est pour le moment une belle année pour le secteur, notamment en Ile-de-France, plus 10,2% de fréquentation au premier semestre dans la région. Et les Yvelines ont profité de cette affluence. Plus de 3,6 millions de visiteurs se sont notamment rendus à Versailles cet été. Certains établissements ont réalisé leur meilleure saison depuis 15 ans. Le bilan dans le département avec Camille Lambert. Nul besoin de partir très loin de Paris pour faire le tour de la France. Nombreux l'ont bien compris. Tour Eiffel ou Mont-Saint-Michel, 194 000 visiteurs sont venus découvrir France Miniature à Elancourt. Un chiffre important pour le parc qui enregistre sa meilleure saison depuis 15 ans grâce à quelques nouveautés. Fort Boyard a été un déclencheur de visite évident puisqu'il répond à la demande de nos visiteurs. 80% de nos visiteurs sont des familles. Et évidemment, le jeune public est friand de cette émission et de pouvoir interagir avec les personnages du fort. Et puis on a agrémenté le parc ces dernières années de nombreuses animations pour apporter de l'interactivité au circuit de visite. Et ça contribue à la revisite, ça donne envie de revivre cette expérience. À Versailles également, le bilan s'avère positif. 24% de visiteurs en plus au château par rapport à 2016. Autre domaine tout autant satisfait, le château de Breteuil. Ici aussi, l'année a été très concluante. Nous avons enregistré une hausse de la fréquentation d'à peu près 10%, ce qui pour nous est très bon, puisqu'on doit être à peu près à 10 000 personnes de plus pour l'ensemble de la saison jusqu'au 31 juillet. Pour nous, c'est peut-être la meilleure saison qu'on ait pu avoir dans les années récentes. De bons résultats qui s'expliquent à Breteuil par les nombreux événements mis en place en juin, juillet et août. Mais c'est bien l'ensemble des Yvelines qui a bénéficié de cette reprise après une année 2016 morose en raison des attentats de Paris et de Nice. 6,8% de fréquentation en plus au premier semestre 2017. Le déploiement de volontaires du tourisme, notamment à Versailles, a contribué à cette augmentation. 500 volontaires avaient été mobilisés dans toute l'Île-de-France pour informer les touristes. En politique, mardi, la ville de Chevreuse a rendu un dernier hommage à son maire Claude Génaud. L'édile est décédé le 22 août dernier à l'âge de 74 ans des suites d'une longue maladie. Ces obsèques ont eu lieu à l'église Saint-Martin de Chevreuse. Plusieurs centaines d'habitants et des personnalités politiques locales ont fait le déplacement. On écoute l'un de ses adjoints. Claude avait mis tout son espoir de ce dernier mandat là pour la création d'une crèche qui va être réalisée et la création d'une association, d'une maison des associations dont il était très fier. Malheureusement, il ne verra pas achever, mais elle est déjà bien commencée. Claude, c'était un homme de courage parce que c'était son médecin traitant et il a lutté contre la maladie, il a assumé ses fonctions jusqu'à ses dernières forces. Politique toujours et un mot maintenant des élections sénatoriales qui sont organisées le dimanche 24 septembre. Dans les Yvelines, les 6 postes de sénateurs sont en jeu et les partis dévoilent progressivement leur liste. C'est le cas notamment des Républicains. Le président du Sénat, Gérard Larcher, sera une nouvelle fois tête de liste pour les Républicains. Une liste dans laquelle se retrouve en 5e position le président de Saint-Quentin-en-Yvelines, Michel Laugier. La droite, qui dispose actuellement de 4 sénateurs dans les Yvelines, fera face notamment à la liste dissidente du maire de Maisons-Laffitte, Jacques Millard. Au centre, le Modem et l'UDI feront liste commune pour ces élections. En revanche, pas d'accord avec la République En Marche qui espère remporter des sièges. Le mouvement fondé par Emmanuel Macron sera mené par Martin Lévrier, conseiller municipal à Versailles. Enfin, à gauche, Eddie Heitz se présentera pour le Parti radical de gauche. Le Parti socialiste avec Sandrine Gangrambe, vous le voyez à l'écran, n'a pas encore communiqué les noms de ses candidats. Enfin, les élus communistes du département appellent dans un communiqué à un large rassemblement pour élire au moins un sénateur de gauche dans les Yvelines. Les listes définitives seront connues le 8 septembre prochain. On referme cette première émission de la saison avec une idée de sortie découverte à Magny-les-Hameaux. L'église du village Saint-Germain de Paris est ouverte au public à partir de ce week-end et ce pour tout le mois de septembre. L'occasion de découvrir ou redécouvrir cette église classée depuis quelques mois monument historique. La rédaction de TV78 vous présentait déjà en février le lieu. Reportage de Camille Lambert.
Cet hôtel est absolument exceptionnel parce que vous n'en avez pas d'équivalent, j'allais dire, pour le nord, au nord de la Loire. Généralement, au XVIIe, c'est plutôt des hôtels avec des peintures. Ici, on a un hôtel de stuc. Les villageois ont gardé l'hôtel tel qu'il était à la fin du XVIIe siècle. Il n'y a plus d'équivalent dans les églises de l'Île-de-France aujourd'hui. Cet hôtel, c'est l'un des joyaux de l'église Saint-Germain de Paris qui lui a valu son inscription au titre de monument historique. Une reconnaissance pour cet édifice du XIIe siècle. Manille-et-Hameau a œuvré de 2002 à 2009 pour sa restauration. Coût total des travaux, 950 000 €, financés à 80% par la ville. Beaucoup d'habitants tenaient à ce que ce lieu, cette église, soit préservé et puis effectivement qu'on puisse avoir une histoire, la grande histoire de Port-Royal des Champs et de Manille-et-Hameau côte à côte. Obtenue en novembre, cette distinction permettra de conserver au mieux la mémoire locale. Ce qui fait l'immense richesse de l'église, aujourd'hui à Magny, c'est qu'elle conserve une quarantaine de pierres tombales. C'est la plus grosse collection de tout le nord de la Loire. Donc 40 pierres tombales entre le XIIIe siècle et le XVIIe siècle, dont les 2/3 proviennent de l'abbaye de Port-Royal. Autre découverte, ce tableau du XVIIe siècle du peintre italien Guido Reni, Saint-Jérôme au désert. Une seule réplique existe à la National Gallery de Londres. L'église du village n'a pas fini de dévoiler tous ses secrets. C'est la fin de ce 7-8 l'hebdo. Avant de vous quitter, je vous rappelle que le retour de l'information quotidienne aura lieu lundi sur l'antenne de TV 78. Vous retrouverez notamment votre journal local tous les jours à 18h avec Grégory Canalet. D'ici là, bon week-end à tous et à la semaine prochaine.